de l'appel à projet. Et bienvenue donc aux personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Je répète la consigne si vous n'avez pas pu le faire pour l'instant, de vous renommer avec votre nom, votre prénom, le nom de votre structure et, si possible aussi, là où vous êtes basé, votre ville, votre région. Super. Si jamais vous ne savez pas comment vous renommer sur Zoom, n'hésitez pas à nous le demander. Vous pouvez aussi le faire. Oui, je vois utilisateur. Je vois que tu lèves la main. Euh, Voilà, je sais plus comment on fait. Eh ben, je peux te proposer de donner ces infos-là à l'oral et je vais le faire pour toi, éventuellement. Ok, super, merci beaucoup. Donc moi, je suis Estelle, Estelle Durand-Girardin. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Association Chemin de Transition, mais vous pouvez mettre ACT, ça ira bien. Et je suis localisée à Tours. À tout. Très bien. Je n'ai pas eu tout le nom de famille, mais j'ai mis Estelle Durand. J'espère que c'est Estelle Durand, ça va bien, c'est suffisant. parfait. Mhm. Merci. Super. Il va falloir que j'apprenne quand même comment on fait. Alors, normalement, si tu passes la souris sur soit le visuel où tu te vois, tu dois Ouais. avoir trois petits points qui s'affichent. Et en cliquant sur ces trois petits points, tu dois pouvoir te renommer. Et sinon, dans la liste des participants. Bon, je ferai ça une autre fois. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie. On a encore quelques personnes qui nous rejoignent, mais ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tranquillement. Donc voilà, encore une fois, je le redis, désolé pour cette redondance, mais pour les personnes qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous renommer, à indiquer le nom de votre structure et là où vous êtes basé actuellement pour savoir un petit peu où vous êtes. En tout cas, on a un beau panel de toute la France aujourd'hui. Je suis à peu près sûre qu'on a presque toutes les régions représentées. On a un certain nombre d'associations aussi. Merci d'être avec nous. Je vais partager tout de suite mon écran pour la suite de cette session qui, donc, je vous le rappelle, est enregistrée en espérant que ça ne pose pas de problème pour vous. Hop là. Donc, on est ravis aujourd'hui avec l'équipe aussi d'Acted de faire ce webinaire d'information. On est ensemble jusqu'à 13 heures maximum. Ça va aussi dépendre évidemment des questions que vous aurez à poser aujourd'hui. Donc, on est là évidemment pour y répondre. Je vais me présenter dans un instant. Je laisserai aussi l'équipe d'Acted se présenter. Donc le programme aujourd'hui, très simplement, vous en doutez, on est là pour vous parler un petit peu du contexte de cet appel à projet, enfin voilà, pourquoi Make Sense et Acted le lancent aujourd'hui ensemble, euh, sur la base de quel constat, et puis vous en dire un petit peu plus, reprendre un peu les grandes lignes de cet appel à projet, et puis enfin, eh bien vous repréciser un petit peu les conditions d'accessibilité, les critères aussi de sélection, et vous redonner plus en détail aussi le planning de tout cet appel à projet et de l'accompagnement aussi qui serait proposé aux lauréats. Évidemment, on gardera un temps maximum aussi pour vos questions et pour y répondre de la manière la plus précise possible. S'il y a des questions sur lesquelles aujourd'hui on n'a pas de réponse précise à vous apporter, normalement on devrait pouvoir répondre à toutes vos questions, mais si ce n'est pas le cas, eh ben, on reviendra aussi vers vous dès que possible. Et donc, on est parti. Donc, je disais, on est heureux de vous accueillir, donc particulièrement en ce qui me concerne. Et puis, je laisserai aussi Fabien se présenter. Donc, je suis Talia Sarfati, je travaille pour l'association Make Sense, que vous connaissez peut-être pour la plupart, mais pour redonner un petit peu les grandes lignes chez Make Sense, on se donne pour mission depuis une quinzaine d'années maintenant, bientôt, de donner, redonner, si on peut dire, le pouvoir d'agir à toutes et tous. Donc, à la fois en permettant aux personnes de s'engager sur les causes qui leur tiennent à cœur, sur de la mobilisation citoyenne, de l'engagement citoyen, en permettant aux personnes aussi de développer des projets sur des causes sociales et environnementales qui leur tiennent à cœur à travers un réseau enfin, tout un tas de programmes d'incubation, d'accompagnement et de financement de projets à impact social et environnemental aussi. Et puis, on accompagne aussi les organisations publiques, privées, associations, PME, grandes entreprises, que sais-je, dans leur transition écologique. Donc, comment est-ce qu'on prend part à la transition écologique? Comment est-ce qu'on transforme ces activités et ces manières de prendre part euh, de faire société. Et donc aujourd'hui, moi, je suis responsable de la pédagogie et de la formation au sein de l'association. Et plus particulièrement, je suis responsable de ce volet-là et de l'accompagnement des associations dans un programme qu'on mène depuis 3 ans aujourd'hui chez Make Sense qui s'appelle Transition Juste et sur lequel je reviendrai un petit peu après. Donc, je ne m'étale pas trop pour l'instant. Mais en tout cas, je serai aussi la personne
référente sur cet appel à projet. Donc, au cours du parcours de sélection et de formation, quand vous aurez des questions, des points à aborder, vous pourrez vous tourner vers moi. Voilà, et je suis accompagnée aujourd'hui de Fabien, à qui je laisse la parole. Merci Talia. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi c'est Fabien Courteil, je suis directeur des partenariats chez l'ONG internationale Acted. Donc si vous ne connaissez pas Acted, on est une ONG internationale avec un triple mandat. On fait de l'urgence, du développement et de l'action environnementale dans 45 pays dans le monde. Et je suis aussi coordinateur du projet No Planet B, que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Et chez Acted, on a un mandat qui s'appelle le 3-0 aussi, qui est la volonté de faire converger à la fois les engagements pris autour du climat et les engagements pris autour des objectifs de développement durable, autour du zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Et c'est ce qu'on appelle le 3-0 aujourd'hui. Et merci à toutes et à tous d'être si nombreux dans ce webinaire d'information. Je te laisse passer les slides du coup, Talia. Oui, pardon. Bah ouais, je te laisse en dire plus du coup sur le contexte un Ouais. petit peu de cet Du appel coup, à. ça s'inscrit dans un contexte où Acted, en fait, on met en œuvre le dispositif le No Planet B, qui est un programme financé par l'Union européenne dans le cadre du programme DIR, qui a vocation à mettre en place un financement en cascade pour accompagner les associations qui portent des projets de transition écologique et particulièrement avec la volonté d'aller réconcilier la société civile avec la science hein, dans ce climat de climato-scepticisme ambiant, de s'appuyer aussi sur la force de plaidoyer des associations, d'utiliser les associations comme des relais pour aller toucher les publics qui sont désengagés, donc plutôt les publics qui sont les moins réceptifs vis-à-vis des enjeux de la transition écologique pour des raisons économiques, pour des raisons géographiques, pour des raisons politiques et autres, et du coup de s'appuyer sur les associations pour aller toucher et embarquer ces personnes-là. Et enfin, ça a vocation à soutenir des actions plutôt de sensibilisation, de communication, de formation et de plaidoyer autour de la transition écologique parce que c'est un financement d'éducation citoyenne de l'Union européenne. Donc c'est un financement européen en cascade et c'est dans ce cadre de dispositif qu'on s'associe à Make Sense pour mettre en place cet appel à projet sur la question des emplois de l'économie verte. Merci beaucoup. Et je vais prendre le relais pour vous raconter aussi pourquoi Make Sense on s'associe aujourd'hui avec Acted sur ce sujet des emplois verts et de la transition écologique juste. Donc, depuis 3 ans, donc je vous le disais, l'un de nos cœurs de métier chez Make Sense depuis les débuts, c'est comment est-ce qu'on s'engage sur des causes qui nous tiennent à cœur, comment est-ce qu'on prend part à la transition écologique. Et on a beaucoup travaillé avec la jeunesse, avec les jeunesses aussi, dès le départ sur ces sujets. Évidemment, le constat a très vite été de dire que justement, on ne peut pas proposer une manière d'investir le sujet de la même manière à tous les jeunes. C'est bien le sujet aujourd'hui. Voilà, on rencontrait beaucoup de jeunes qui étaient déjà sensibilisés, impliqués, qui se sentaient déjà impliqués, concernés, etc. par ce sujet, et qu'en fait, de fait, il y avait tout un pan de la jeunesse qui était laissé de côté sur ces sujets de transition écologique. Et notamment les jeunes de milieux populaires, donc quartiers populaires, zones rurales, qui aujourd'hui ne sont clairement sous-représentés dans les mouvements en faveur de l'écologie, dont on fait partie et qu'on constate, euh, même si les choses évoluent depuis quelques années, heureusement, mais en tout cas qu'aujourd'hui, il y a quand même encore un problème de diversité et de manque de représentation des premiers concernés, notamment dans les sujets de transition écologique. Et donc aujourd'hui, la question qu'on s'est posée il y a 3 ans, pas juste Make Sense, mais Make Sense avec des associations d'éducation populaire, voilà, comme Unicité sur cette photo, mais aussi plein d'autres qui ont fait partie du mouvement dès le départ et puis d'autres qui nous ont rejoints depuis, plus d'une cinquantaine d'organisations depuis 3 ans. C'est comment permettre aux jeunes au milieu populaire de prendre leur place dans la transition écologique. Et prendre leur place dans la transition écologique, ça veut aussi dire se saisir des opportunités de cette transition écologique parce qu'elle ne comprend pas que des contraintes, malgré les discours que les jeunes entendent beaucoup et qu'on entend beaucoup sur l'écologie, c'est aussi des opportunités pour sa santé, pour son environnement, pour ses proches, mais aussi pour son avenir professionnel éventuellement. Et c'est notamment un des grands axes qu'on a développé et qu'on va développer un peu aujourd'hui. Donc concrètement, avec le programme Transition Juste chez Make Sense, on développe tout un tas d'outils pédagogiques et digitaux. Donc à la fois, on a des formats d'ateliers que certains d'entre vous connaissent, à travers lesquels on permet la conscientisation des enjeux par les jeunes, par leur vécu, mais aussi des actions locales concrètes sur leur territoire pour se saisir
très concrètement des enjeux et des opportunités, et puis des outils digitaux comme une plateforme d'emploi dédiée aux jeunes de milieux populaires qu'on est en train de développer, qui s'appelle GreenTaf et qui a vocation à justement ouvrir les opportunités professionnelles de la transition écologique au-delà des publics classiques, je dirais, du monde de l'impact. Et avec une volonté, et j'en parle parce qu'on va retrouver cette volonté-là aussi dans l'appel à projet, de se dire l'ambition avec ce collectif qui s'est créé il y a 3 ans, c'est d'accélérer l'engagement des jeunes de milieux populaires pour l'écologie, de faire en sorte donc, qu'on les voit plus dans ces espaces-là, sur ces sujets-là qui les concernent et dont ils sont les premiers concernés aussi aujourd'hui et demain, de faire en sorte que ces sujets de transition juste soient plus présents dans le débat public, que aujourd'hui et demain, on ne puisse plus parler de transition écologique sans parler de justice sociale. Et enfin, que la communauté d'acteurs qui s'engagent pour l'écologie, elle s'élargisse et qu'elle ne soit plus limitée, entre guillemets, aux acteurs écolos. Mais comme on le fait aujourd'hui avec vous et comme vous le faites aussi progressivement, voilà, comme ça se propage de plus en plus dans de nombreuses structures, notamment par exemple de l'action sociale, de l'égalité des chances, etc., de pouvoir élargir cette communauté d'acteurs qui s'engagent et de brouiller un petit peu les murs entre écologie et social. Et donc ça, c'est un petit peu c'était le contexte global de Transition Juste et de Make Sense, donc de pourquoi est-ce qu'on est allé sur ces sujets et qu'on s'est complètement retrouvé donc aussi sur la thématique avec Acted. Et puis, je vous le disais, dans les opportunités de la transition écologique pour les jeunes, il y a des opportunités pour améliorer leur cadre de vie, mais il y a aussi des opportunités concrètes sur l'emploi. Alors là, ce que je vous présente ici, c'est un peu une équation mathématique qu'on aimerait pouvoir résoudre très facilement. C'est pas la réalité évidemment, mais de savoir quand même que d'un côté, on a près d'1,4 million de jeunes qui sont donc d'INIS, donc ni en emploi ni en formation, notamment, qui aujourd'hui cherchent un emploi, non pas forcément sont au chômage, et notamment dans les QPV, on arrive à des seuils assez élevés de ces chiffres-là. Et de l'autre côté, selon une étude du Shift Project, et puis là, il y a eu encore d'autres études de la part, par exemple, du secrétariat général à la planification écologique, qui montrent les opportunités d'emploi pour réussir la transition écologique. En gros, on estime que pour réussir la transition écologique, c'est-à-dire baisser notre impact carbone, notamment en tant que société, il faudrait créer plus d'1 million d'emplois à 2050. Entre-temps, d'ici 2030, ce serait, en tout, en fait, c'est 3 millions d'emplois qui vont être concernés par la création d'emplois, de la destruction d'emplois, de la formation, etc. Donc 3 millions de personnes concernées finalement par cette transition écologique. Et finalement, comment est-ce qu'on réunit les deux? Et ben, c'est en essayant de croiser les besoins prioritaires de ces jeunes-là avec les besoins en emploi et en formation de la transition écologique pour réussir à atteindre des objectifs de neutralité carbone, etc. Donc, ces opportunités, elles existent ou elles ont vocation à exister dans les prochaines années, mais pour autant, du côté des jeunes, donc nous, on allait les interroger assez longuement pour savoir un petit peu quels sont les freins à l'accès à ces opportunités de la transition écologique, et aussi du côté des intermédiaires, des accompagnants qui accompagnent au quotidien ces jeunes vers des opportunités qui pourraient les intéresser. On a identifié quelques freins comme voilà, c'est quoi les métiers verts? En fait, on a une méconnaissance de ces emplois pour beaucoup de personnes, que ce soit les jeunes, mais aussi nous. Voilà, on n'a pas forcément une science innée sur qu'est-ce que sont les métiers verts, verdissants, etc. Donc, une difficulté parfois juste à identifier les opportunités. Aussi, une difficulté à identifier les opportunités parce qu'aujourd'hui, les offres ne sont pas toujours facilement identifiables aussi. Et ensuite, il y a toute la question de tous les freins périphérique, je dirais aussi, de légitimité pour aller sur ces emplois, etc. Donc, tout ça, je vous en parle très rapidement là, mais sachez que c'est un peu l'objet aussi de la formation qu'on vous propose dans le cadre de cet appel à projet, c'est de creuser à la fois les freins des jeunes sur l'emploi de manière un peu plus poussée pour que vous ayez de la matière sur, en fait, c'est quoi leurs freins concrètement sur ce sujet, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent, de quoi ils ont envie et besoin. Et de l'autre côté, comprendre aussi les grandes tendances du marché sectorielles, etc., sur les secteurs les plus porteurs en termes d'emploi, de formation, etc., pour vous outiller notamment là-dessus. Mais je reviendrai sur la formation un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est un petit peu sur ce double constat, sur le constat qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à prouver encore et à faire sur la question de l'emploi
pour la transition écologique, pour les jeunes de milieux populaires, qu'on s'est dit que, et qu'on voyait évidemment aussi sur le terrain qu'il y avait les associations avec lesquelles on travaille qui ont énormément d'envie, de projets avec les jeunes sur ces sujets-là, qu'on s'est dit qu'il y avait la possibilité voilà, de monter un appel à projet. Et je vais laisser la parole à nouveau à Fabien pour vous représenter un peu les grandes lignes de cet appel à projet. Merci Talia. On sait qu'il y a une certaine fatigue autour de la sémantique et de la terminologie appel à projet, mais à défaut d'avoir trouvé mieux, on a gardé appel à projet. Et donc l'idée, c'était basé sur le constat que vient de brièvement présenter Talia, de voir est-ce qu'il y avait modestement, via cet appel à projet, la possibilité de soutenir un certain nombre d'initiatives qui vont lever ces freins, ou d'une manière ou d'une autre, développer on va dire, des pilotes ou des preuves de concept de comment on peut lever les freins et comment est-ce qu'on peut soutenir, nous, des projets qui visent à sensibiliser, orienter ou insérer les jeunes de milieux populaires dans les métiers de la transition écologique. Et les freins qui ont été mentionnés par Talia, ils sont à la fois sur l'offre et la demande. Donc la question, c'était aussi de trouver des projets qui bénéficient aussi au collectif, en fait, de voir comment est-ce qu'on arrive d'un côté à mieux accompagner tout ce dispositif de la demande, de faire connaître ces emplois, de faire monter en compétence ces structures d'accompagnement, de mieux orienter les jeunes vers ces métiers-là, mais aussi de l'autre côté vers l'offre, comment est-ce qu'on incite les décideurs économiques et politiques à développer les secteurs et à rendre l'accès beaucoup plus facile pour les jeunes qui souhaitent s'orienter vers la transition écologique. Donc l'idée, c'était de trouver des initiatives, des projets, un certain nombre d'idées qu'on puisse amorcer, qu'on puisse soutenir, qui permettent de lever ces freins à la fois sur l'offre ou la demande et favoriser l'accès aux métiers d'économie verte, aux jeunesses populaires avec un S. Pour compléter, à la clé, donc qu'est-ce que cet appel à projet justement propose aux lauréats qui seront sélectionnés? Donc c'est d'abord une enveloppe financière, donc une subvention allant de 5 000 à 10 000 euros, qui peut être gagnée seule ou en consortium, c'est-à-dire que vous le verrez, le dossier peut être déposé entre plusieurs structures. Pour autant, l'enveloppe de financement sera, quoi qu'il arrive, limitée à 10 000 euros par projet et qui va viser à financer le développement du projet sur l'année. On reviendra un petit peu sur cette notion d'année, mais en gros, c'est de dire que voilà, ça peut être un projet qui existe par ailleurs avant ou qui se lance cette année, mais cette poche financière, elle vient vraiment financer des activités qui se dérouleront en gros entre février, mars à minima, et puis décembre, en gros, 2026 au maximum. À la clé, c'est aussi donc 9 mois d'accompagnement. 9 mois, donc c'est entre avril et décembre, entre 3 et 6 coachings et formations qui seront proposés par Make Sense et Acted. Donc, je reviendrai dessus plus longuement, donc je ne m'attarde pas trop là-dessus maintenant. Et enfin, le dernier aspect, c'est l'appui à la capitalisation, à la diffusion de ce qui aura été réalisé grâce à vous sur votre projet. Comme vient de le dire Fabien, il y a cette notion de dire cette mobilisation, elle vise aussi à faire poids auprès de décideurs économiques, politiques, etc. Donc, il y a un vrai enjeu aussi de dire voilà ce qui se passe dans les associations, du côté des organisations de la société civile, voilà les initiatives qui sont montées, voilà ce que veulent les jeunes. Comment est-ce qu'ensemble, ensuite, ça peut faire poids pour faire évoluer, encore une fois, l'offre, puisque l'objectif, ça va être de montrer, voilà, la demande est là, comment est-ce qu'ensuite on fait poids pour faire évoluer l'offre, pardon. Donc, un appui aussi à toute cette question de capitalisation et de diffusion de vos réalisations. Et pour préciser un petit peu sur qui peut postuler, il y a un certain nombre de critères d'éligibilité qui ont été listés. Pour la plupart, ils sont imposés par l'Union européenne, donc c'est un cadre qui est fixé dans le cadre du programme DIR et du dispositif No Planète B, mais ça, c'est un appel à projet qui s'adresse aux organisations de la société civile, donc des associations, des fondations, des ONG ou des syndicats qui portent les projets. Ça ne les empêche pas dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe de 5 à 10 000 euros, de faire appel à une structure qui ne serait pas une organisation de la société civile pour une prestation, pour un service ou pour une autre activité, mais le projet doit être porté par une organisation de la société civile ou un consortium d'organisations de la société civile qui sont les structures éligibles à recevoir ce financement européen. Pour des projets qui doivent se dérouler sur le territoire français métropolitain, en incluant la Corse, c'est pas notre décision d'exclure les territoires ultramarins, mais c'est cette poche de financement européen, en fait, elle est dédiée aux territoires
européen continental et donc ne s'adresse pas aux différents territoires ultramarins. Il y a d'autres mécanismes de financement qui sont dédiés à d'autres régions géographiques du monde. Le troisième critère, c'est la capacité de mobilisation des jeunes. Donc, c'est dans le titre de l'appel à projet d'être sur les jeunesses populaires. Donc, il faut que les initiatives en fait s'adressent à un public entre 16 et 30 ans, le public cible qui bénéficiera des activités ou des actions qui seront menées par les structures lauréates du projet. On a une durée courte, donc ça c'est l'enjeu des appels à projets. Il y a une date de début et une date de fin, et c'est simplement l'éligibilité des dépenses. Donc en fait, on ne vous demande pas de créer un projet de toute pièce ou d'inventer quelque chose de nouveau spécifiquement pour l'appel à projet. Ça peut être un projet qui existe déjà, dans lequel vous êtes dans une dynamique d'essaimage. Ça peut être un projet dans lequel vous êtes dans une phase 2 et vous voulez faire autre chose, ou une phase 1 d'un autre projet. Ça peut vraiment s'inscrire sur quelque chose qui va bien au-delà des 9 mois, mais on a des dates d'éligibilité des dépenses, donc qui seront plutôt pour donner un ordre d'idée, à partir du moment où les conventions sont signées, donc à partir du moment où vous êtes lauréat et qu'on a signé la convention, jusqu'à la fin de l'année 2026, jusqu'au 31 décembre. Ensuite, il y a un critère d'inéligibilité qui est d'être déjà financé par le programme DIR. En fait, le programme, le cycle 2022-2027 n'autorise pas à financer deux fois la même association. Donc, on a un enjeu. Si votre structure a déjà reçu un financement directement du programme DIR ou via un autre dispositif financé par le programme DIR, en fait, vous ne pouvez pas être financé une deuxième fois. Donc, c'est de facto inéligible à candidater. Et enfin, le dernier critère d'éligibilité, c'est de participer à une des formations gratuites proposées par Make Sense sur les emplois verts, dont on vous parlera un petit peu plus tard dans les slides. Tu as une question dans le chat. Je me dis éventuellement là on peut la compléter. On prendra toutes les autres Ouais. questions à la fin, mais il y a une question de développer, dire. Je ne sais pas ce qu'il y a peut-être derrière cette question-là, mais est-ce que tu veux en dire Ouais. un peu plus si tu sais? Peut-être pour préciser, donc dire, c'est Development, Education and Awareness Raising. Donc c'est un programme de l'Union européenne qui dépend de la Commission européenne, qui dépend de financement de coopération internationale. Donc peut-être qu'en France, vous avez plus l'habitude du FEDER, du LEADER, du FSE. Et en fait, le dire, c'est pareil, c'est un autre mécanisme de financement de coopération internationale, mais qui a aussi vocation à financer des projets en Europe. Et donc, il y a une vingtaine de programmes qui sont financés par DIR à travers l'Europe, dont un qui s'appelle No Planet B, qu'on déploie en simultané dans 8 pays européens. Donc, on a des partenaires qui déploient le dispositif No Planet B en Italie, en Espagne, en Hongrie, en Pologne, en Estonie, en Allemagne et au Portugal. Et donc, c'est un financement européen sous un format de ce qu'ils appellent Financial Support to Third Party, qu'on pourrait traduire financement en cascade. On a une enveloppe de financement pour aller soutenir des associations. Ça peut être compatible avec d'autres financements européens. Hein. Ça ne vous empêche pas d'être financé par ailleurs par du LEADER, du FSE, du FEDER, du Horizon ou autre. Par contre, l'Union européenne a interdit de faire cofinancer un projet européen par une autre enveloppe de financement européen. Donc, si jamais vous avez du FSE ou vous avez du LEADER ou du Horizon et qu'il y a une attente en termes de rapport de cofinancement, on ne peut pas utiliser de l'argent de DIR pour le rapporter en cofinancement d'un autre financement européen et vice-versa pour le programme DIR. Merci beaucoup. On reviendra éventuellement sur ces questions à la fin dans le Q&A. Mais en effet, on sait que c'est un point déjà important aussi pour beaucoup d'entre vous. Je passe ensuite aux critères de sélection, si ça vous va. Donc là, c'était la partie d'avant, c'était déjà pour passer entre guillemets la première lecture, de savoir est-ce que vous répondez à l'ensemble des critères qui vont nous permettre d'étudier votre dossier. Une fois que votre dossier répond à l'ensemble des critères d'éligibilité, nous, on va se pencher sur des critères de sélection. On a trois grands volets qui se redivisent ensuite en trois sous-catégories que je vous repasse ici et qui seront un peu, voilà, concrètement, nous, notre grille de lecture sur vos propositions. Donc, la première chose sur laquelle on va porter notre attention, c'est de s'assurer que c'est un projet qui est bien porté avec et pour les jeunes issus de milieux populaires. Donc, nous, c'est vraiment essentiel à la démarche de s'assurer que, un,
le besoin des publics que vous adressez, il est clair, que vous les avez sollicités aussi pour comprendre quels étaient leurs besoins, tout en pouvant aussi évidemment vous appuyer sur des ressources externes, comme par exemple ce qu'on vous présentera en formation justement, c'est déjà des études qu'on a fait auprès des jeunes, que vous pouvez utiliser évidemment pour cadrer le besoin, etc. Mais de savoir en tout cas que cette solution que vous développez, elle a été co-construite aussi avec les publics, qu'ils ont été intégrés à différentes échelles, à différents niveaux du projet, que ce soit sur de la consultation au départ sur leurs besoins, mais aussi peut-être plus tard dans la construction et le test de la solution, dans peut-être la gouvernance de votre projet. Donc voilà, il peut y avoir différents niveaux de contribution et de co-construction, en tout cas de s'assurer que les jeunes sont au cœur de la démarche et que cette démarche leur permet aussi de développer leur pouvoir d'agir et que donc ils ne sont pas uniquement spectateurs mais bien acteurs de la démarche que vous proposez. Donc ça va être un premier pilier qu'on va regarder. Un deuxième pilier, ça va être la rationalité, la crédibilité du projet. Donc est-ce que, très concrètement, est-ce que le projet propose des ressources réalistes, qu'elles soient financières ou humaines, par rapport à son ambition? Est-ce que le budget global, on ne demande pas forcément juste sur la poche que vous demandez de financement, mais est-ce que la poche que vous demandez de financement, en tout cas, elle est réaliste pour réaliser les actions que vous envisagez? Est-ce qu'il y a des personnes ou une personne à minima désignée dans votre structure pour porter le projet et le faire aboutir. Aussi, on va regarder, voilà, est-ce que cette personne est le bon interlocuteur pour l'accompagnement, etc. Est-ce que c'est une démarche qui est mesurée? Mesurée dans plusieurs sens, c'est-à-dire est-ce que déjà les informations que vous présentez, est-ce qu'elles sont sourcées? Est-ce que, je vous rappelle l'importance un peu de la démarche scientifique aussi de cet appel à projet et du cadre de nos planètes B, de mettre aussi voilà, la véracité de la science au cœur de la démarche. Et donc, est-ce que votre démarche s'appuie encore une fois sur des données à minima sourcées, soit auprès de vos publics, soit auprès aussi de sources sûres? Et la partie mesure d'impact. Donc, est-ce que vous avez envisagé, pris en compte, voire déjà réalisé des actions de mesure d'impact qui permettent de s'assurer que le projet va pouvoir être derrière justement compris, répliqué, valorisé, etc. Ce qui arrive au troisième point, c'est le point réplicabilité et accès aux ressources. Nous, on est dans une démarche justement, encore une fois, de valoriser les projets qui auront été réalisés et de pouvoir inspirer d'autres à peut-être faire pareil sur leur territoire, etc. Donc, dans l'idée, c'est aussi d'avoir des projets qui restent ouverts à une forme d'innovation ouverte et d'être ouverts à pouvoir présenter leurs résultats, leurs outils, leurs actions auprès d'autres structures qui pourraient s'en inspirer. Et éventuellement, c'est pas un critère obligatoire, mais s'il y a une dimension de réplicabilité dans le projet, ça peut permettre aussi de faciliter le fait que d'autres se l'approprient. C'est des choses qu'on va regarder aussi. Dernier pilier, c'est le fait que le projet porte une forme d'ambition, de changement systémique, et donc de se dire que c'est un projet qui va contribuer justement à faire changer différents acteurs à différents endroits. Le premier élément qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a une dimension de coopération avec d'autres acteurs sur ce projet. À nouveau, ce n'est pas un critère éliminatoire, simplement, ce qu'on constate, c'est bien sûr qu'un projet qui va impliquer différents acteurs autour de la vie des jeunes, par exemple, avec différentes approches, différents rôles, ça va permettre au projet d'avoir beaucoup plus d'impact et beaucoup plus d'effet. Donc voilà, c'est des choses auxquelles on va avoir une attention. La fameuse stratégie de capitalisation et de diffusion dont je vous parlais au départ va te dire est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes posé, vous avez réfléchi, sans forcément que ce soit réalisé, c'est est-ce que c'est quelque chose que vous prenez bien en considération pour pas que ce super projet que vous montez reste un secret d'État. Et enfin, la notion d'influence, donc c'est de savoir est-ce que vous prévoyez aussi des actions à destination de décideurs, ça peut être tout à fait des décideurs très locaux, mais en tout cas, est-ce que vous envisagez justement de faire remonter les résultats, les apprentissages, etc. de cette action, de ce projet auprès de décideurs politiques, économiques, de leaders d'opinion, etc. Et peut-être aussi du grand public dans un second temps. Donc ça, c'est un petit peu voilà, les critères qu'on va regarder de plus près dans le cadre de notre sélection. Pour ce qui est de la nature des projets, on aurait pu multiplier les exemples, mais pour vous dire qu'en gros, nous, vous êtes très libre sur le type de projet que vous pouvez présenter. Ça peut tout aussi bien être un événement que vous organisez annuel sur l'emploi des jeunes sur la transition écologique en local,
comme des actions, des campagnes de sensibilisation sur un sujet spécifique, de la création de contenu média si vous décidez de créer une web série avec des jeunes sur les emplois de la transition écologique en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça peut être de la formation, de l'accompagnement, ça peut venir financer de l'ingénierie, la coopération d'un projet ou encore le développement pédagogique ou d'outils digitales, si par exemple vous travaillez sur un outil digital qui vraiment vise à faciliter l'accès des jeunes au métier de la transition écologique, par exemple. Et comme donc voilà, c'est un exemple, vous pouvez aller au-delà de tout ça, mais c'est pour vous dire qu'en gros, il n'y a pas forcément de contraintes sur la forme que peut prendre le projet et sur ce qui peut être financé dans le projet. Il y a plein d'aspects du projet qui peuvent être financés spécifiquement avec la poche que vous demandez. Et ça, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, Fabien, que je vous redis là. Pas besoin nécessairement de créer un projet de toute pièce aujourd'hui. On se doute bien que là, si vous lancez un projet aujourd'hui, il y aura peut-être un petit challenge à faire en sorte qu'il soit terminé au mois de décembre. Peut-être sur des petits projets, en effet, ça peut fonctionner. On vous invite quand même à prendre ça en considération, mais tout ça pour dire que ça peut être des projets qui sont au stade d'amorçage, que vous initiez, que vous avez envie de tester sur cette année, de piloter un nouveau projet. Mais ça peut être aussi, encore une fois, au stade d'essaimage ou pour développer un aspect particulier du projet, d'un projet qui peut-être existe déjà depuis quelques années et que vous avez envie justement de développer, de tester quelque chose de nouveau dans un projet déjà peut-être ancré. Je ne sais plus, je crois que c'est moi qui raconte, qui vous parle du processus de sélection. Voilà. Donc pour vous dire un petit Du peu, calendrier, ouais. voilà, les grandes étapes du calendrier, notamment du processus de sélection. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes le 8 janvier déjà. Donc, on est au webinaire de présentation. Les prochaines étapes, ce sont les sessions de formation. Pareil, je reviens juste après dessus, promis. Je n'arrête pas de faire du teasing, mais c'est juste après que je vous en parle. Sur les opportunités de la transition écologique pour les jeunes de milieu populaire. On clôturera les candidatures le 27 février. Et entre le 27, en gros, on se donne un mois environ pour lire vos candidatures, opérer une sélection finale avec un jury, un comité de sélection finale qui sera composé de membres externes au projet, qui seront des personnes travaillant dans le monde de l'emploi, dans les institutions de l'emploi par exemple, ou dans des structures locales d'accompagnement, des associations. Enfin voilà, on va composer ce jury de manière assez mixte pour lire une présélection qu'on aura à réaliser et puis vous aurez les résultats finaux au plus tard le 27 mars, pardon, par mail ou par appel. On se retrouvera avec les lauréats du prix le 16 avril dans les locaux d'Acted. Donc, vous pouvez déjà bloquer la date. Pour ce qui est du dispositif d'accompagnement, j'y suis enfin. Donc, il y a une brique qui concerne vous toutes et tous, c'est-à-dire les personnes qui souhaitent candidater. On vous le disait, dans les critères d'éligibilité, ça nous tient à cœur de s'assurer que les personnes qui candidatent participent à une formation que l'on propose, qui est opérée par Make Sense avec le soutien d'Acted. Donc, il y aura 4 sessions de cette formation qui seront proposées. C'est 3h30. Même, bon, vous pouvez venir un peu plus tôt pour les sessions en présentiel pour le petit-déj qui est offert. On vous invite à le faire d'ailleurs. Cette formation, elle a quoi comme objectif? L'objectif, comme je vous le disais, c'est de vous présenter de manière plus approfondie ce qu'on a appris, nous, au contact des jeunes sur leurs freins et leurs leviers pour entrer en lien et se mettre en mouvement sur les emplois de la transition écologique. Donc pour vous donner en fait, des clés de lecture, des idées peut-être pour mettre en avant certains aspects de votre projet et vous donner quelques chiffres, quelques éléments concrets que vous allez pouvoir aussi utiliser dans votre dossier derrière. Deuxième point de cette formation, on va aussi s'attacher à vous permettre d'avoir un temps d'inspiration et éventuellement aussi essayer de faire intervenir des personnes qui vont pouvoir vous donner des éléments complémentaires sur votre contexte local. Donc par exemple, pour la région, pour la formation en région Île-de-France ou en PACA ou en Aura, d'avoir des personnes qui connaissent le contexte de l'emploi, de la formation locale, de la transition écologique ou pas, ou en tout cas par exemple des secteurs en tension, des métiers les plus demandés, les plus essentiels, etc. Et de pouvoir vous donner du coup peut-être des éléments plus contextuels, plus territoriaux pour que vous puissiez affiner votre démarche. Peut-être aussi plus globalement des gens qui vont apporter un regard différent. Ça peut être aussi des associations qui ont monté des projets sur la transition écologique pour les jeunes, justement, et qui vont pouvoir faire un retour d'expérience pour vous livrer aussi leurs apprentissages, leurs idées, etc.
Et dernière étape de ces formations, c'est de cadrer votre projet, c'est-à-dire qu'on aura une bonne heure ensemble pour aussi en fait, construire votre dossier. Et un peu se dire, OK, est-ce que, au regard de tout ce que vous aurez entendu les 2 heures précédentes, est-ce que enfin, voilà, comment est-ce que vous pouvez intégrer ces éléments-là à votre dossier? Parler ensemble du projet que vous avez envie de présenter. Donc, c'est aussi un peu un temps dans lequel on va pouvoir échanger sur votre projet et peut-être donner des clés pour que votre projet soit le plus pertinent possible aussi dans ce contexte. Donc ça, c'est la première brique. Donc voilà, ça, c'est 3 régions dans lesquelles nous, on est déjà assez présents, d'où aussi le fait de faire ces formations dans ces 3 régions. Pour autant, je précise, l'appel à projet, il est ouvert sur tout le territoire. Donc vous pouvez postuler sans être forcément dans ces 3 régions-là. C'est pourquoi aussi, on a une formation en ligne le 17 février. Je reviens, pardon, juste sur les dates. Voilà, donc le 28 janvier à Lyon le matin, à la Maison de l'Environnement. Le 5 février après-midi à Paris, dans nos locaux chez Make Sense. Le 13 février matin à Marseille, on est en train de définir le lieu. Et le 17 février matin en ligne. Donc voilà. Je sais que certains se sont déjà inscrits. Le plus possible, on vous invite à venir en présentiel pour se rencontrer. Mais on comprend aussi que si vous avez des contraintes, on se retrouvera en ligne. On pourra probablement moins échanger, mais voilà, si vous avez la possibilité de venir nous rencontrer et rencontrer les intervenants, ça peut être chouette. Voilà, et donc ça, c'est la partie candidature. Pour les lauréats, il y aura donc 2 temps forts présentiels à noter. Donc, je vous le disais, la fameuse journée du 16 avril pendant laquelle on va se rencontrer entre lauréats, faire une mise en jambe un petit peu de vos projets, les mettre un peu sur les rails, et puis terminer la journée sur une remise de prix grand public dans les locaux d'Acted. Il y aura probablement une session de clôture hein, qui sera simplement un temps de finalisation de l'accompagnement et de célébration dont le format n'est pas encore défini, mais qui aura lieu du coup en décembre. Et au cours du parcours, je vous disais, 3 à 6 coachings et formations pendant 9 mois. Donc, il y aura à minima un temps de coaching au début, au milieu et à la fin pour cerner votre projet, voir comment vous avancez et clôturer l'accompagnement. Mais en fonction des besoins aussi, il y aura probablement d'autres briques. Et en parallèle, une programmation de formation qui est aussi proposée dans le cadre de Nos Planètes B, qui est ouverte à tous les projets lauréats des différents appels à projets Nos Planètes B et dont vous pourrez éventuellement bénéficier aussi, si vous le souhaitez. Donc, certaines formations qui resteront non obligatoires, mais en gros qui seront optionnelles et qui vous permettront aussi d'accéder à de belles ressources pendant ce temps-là. Voilà. Mm. Tu veux rajouter quelque chose, peut-être, Fabien? Oui, juste pour préciser que nous, en termes d'accompagnement, comme le précisait Talia, on a aussi des webinaires ou des formations qui sont proposées un peu plus transversales en fonction des besoins. Donc nous, on est plutôt dans une posture aussi de répondre aux attentes des lauréats, mais pas que. Ça peut être aussi les autres structures qui ont candidaté. Si par exemple, il y a une formation qui est organisée sur la mesure d'impact, eh ben, on l'ouvrira à toutes les structures qui sont intéressées. Ça peut être sur les enjeux de conformité européenne vis-à-vis des dépenses. Ça peut être sur des sujets très spécifiques en fonction des besoins qui sont remontés par les associations. Nous, le dispositif No Planet B nous permet d'organiser un certain nombre de temps de formation et de temps de webinaire ou de temps de coaching en plus. Et je vois qu'il y a une question, mais je vous propose qu'on finisse. On a encore quelques slides Ouais, et ensuite on prend toutes les questions si ça vous convient, y compris celles dans le chat auxquelles on n'a pas encore carrément, vu. tout Euh, à fait. Et du ben, je coup, te laisse. maintenant, la question qui se pose, c'est comment candidater. Maintenant qu'on a posé un petit peu tout le cas, donc il y avait une question dans le chat si on peut postuler avant les formations. Donc la candidature, les candidatures sont déjà ouvertes. Donc en fait, on a mis en place un peu une vitrine sur le site internet No Planet B. Enfin, c'est une des pages du site internet d'Acted où on voit tous les différents appels à projets qui ont été lancés depuis le début du programme et les appels à projets qui vont venir aussi par la suite. Donc, il y a une page dédiée à cet appel à projet sur lequel vous retrouvez les informations importantes du type de projet qui sont attendus et sur lequel vous pouvez aussi télécharger un document qui est un dossier d'instruction qui vous permet vraiment de lire tout ce qu'on vous présente depuis tout à l'heure, mais de bien définir le contexte, de bien définir le cadre, de rappeler les enjeux d'éligibilité, les coûts qui sont éligibles, non éligibles, ce qui va être critères de sélection, le calendrier. Toutes ces informations-là sont dans le dossier d'instruction. Euh,
sait que c'est un peu chronophage de répondre à des appels à projets et de lire les dossiers d'instruction, et c'est pour ça qu'on organise ce temps un peu webinaire pour vous présenter tout ça et qu'on se tient disponible pour répondre par mail à toutes les questions que vous pouvez avoir. On mettra aussi en place une FAQ avec les Frequently Asked Questions ou la foire à questions, en reprenant toutes les questions qui sont dans le chat aujourd'hui et toutes les questions qu'on a traditionnellement sur les différents appels à projets qu'on lance avec nos planètes B. Et du coup, la plateforme de candidature est déjà ouverte. Donc, on a essayé de trouver un moyen de rendre le processus de candidature le moins chronophage possible, avec une seule étape, c'est un formulaire à remplir. Il n'y aura pas normalement d'autres étapes particulières, sauf éventuellement des éléments vidéo ou des choses comme ça pour essayer de donner encore plus de vie ou plus de cœur aux initiatives. Mais sinon, voilà, se concentrer sur un format, un formulaire à remplir avec des questions les plus rapides possibles pour que ce soit le moins chronophage. Donc le formulaire, il est en ligne, donc vous pouvez y accéder. Et il y a une pièce, enfin il y a un certain nombre de pièces jointes à fournir, dont une d'entre elles qui est un budget. Donc il y a un format de budget qui est téléchargeable sur le site internet qui vous permet de présenter les dépenses prévues en face de cette enveloppe de 5 à 10 000 euros, sachant qu'il est possible de couvrir des frais RH, il est possible de couvrir un certain nombre d'achats, un certain nombre de services, un certain nombre de prestations, simplement en coût réel. Donc il y a pas de coût forfaitaire, il y a pas de forfait comme ça, mais tous les différents coûts qui sont mesurables, justifiables et imputables au projet peuvent être listés dans ce document, et ça fera partie des pièces jointes à fournir au dossier de candidature. Donc sur la plateforme, vous répondez en ligne et il y aura des espaces pour joindre un certain nombre de pièces jointes, en espérant voilà, que ce soit le moins chronophage et le plus efficace possible, parce qu'on sait très bien que c'est parfois beaucoup de temps pour répondre à des appels à projets. Et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas dans une dynamique de vous demander de réinventer un projet forcément pour cet appel à projet, mais au contraire de vraiment présenter vos initiatives en cours. Parfois, cette subvention, elle peut venir débloquer une situation dans laquelle il vous manque un petit peu de financement. Ça peut vous permettre d'aller tester quelque chose que vous voulez présenter à un autre financeur pour une plus grosse enveloppe derrière. Ça peut vous permettre d'aller créer des premiers échantillons de contenu. Si vous partez sur la création de contenu, de faire les premiers pilotes, les premiers webinaires ou les premiers podcasts ou autres. Donc, ça a vraiment la volonté d'être modeste pour amorcer, pour lever des freins, pour booster des initiatives, pour combler des budgets, boucler des budgets pour certains d'entre vous, et que ce soit le moins chronophage possible. Donc, tous les temps qu'on passe ensemble, comme les formations, ça permet à la fois de faire de la montée en compétences, de vous donner de l'information et aussi de vous accompagner dans la préparation des dossiers de candidature pour que ce soit le plus efficace et efficient possible de votre côté, et que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites très bien et la mission de vos associations, fondations ou organisations de la société civile respectives. Merci Fabien. Je le redis, si vous êtes là et que vous souhaitez candidater, partons optimistes et bloquons d'ores et déjà la journée du 16 avril, qui sera donc la journée de lancement du programme et de remise de prix à Paris. Voilà, on vous invite à déjà le noter dans vos agendas et de partir gagnant dans cette affaire. Je crois qu'on est arrivé au bout de notre présentation, donc je vais pouvoir arrêter mon partage d'écran et on va prendre vos questions. Ce que je propose en effet, c'est de commencer par les questions dans le chat qui sont déjà... il y en a déjà un certain nombre sur lesquels Louisa aussi de l'équipe Acted a pu répondre, ou Fabien. Donc je propose qu'on prenne celles qui n'ont pas de réponse pour l'instant. Je vais commencer par la question de Marie. Peut-on participer à la formation sans être sûr de candidater? Vous pouvez tout à fait participer à la formation sans être sûr de candidater. Nous, c'est aussi notre mission chez Transition Juste de proposer des formations aux structures d'intérêt général sur la transition écologique juste. Donc, ça rentre dans notre mission. Potentiellement, juste, ça veut dire que la dernière heure pendant laquelle on va plutôt accompagner la construction des dossiers, enfin, ou l'affinage du dossier plutôt, vous pourrez partir si vous ne souhaitez pas remplir de dossier, quoi.
Voilà. La formation à Paris est en présentiel dans les locaux de Make Sense, donc à Bastille. On pourra vous donner accès, je pense, au PowerPoint après, peut-être sur le site internet, peut-être qu'on pourra mettre ça en pièce Oui, jointe. on mettra la vidéo, le replay, Ouais, et on mettra aussi la présentation qu'on a partagée aujourd'hui, téléchargeable sur le site internet. Comme ouais. ça, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu participer, tous vos collègues avec qui vous avez envie de partager ce que vous avez Mm. entendu et vu aujourd'hui, vous pourrez accéder à tous les documents le plus rapidement possible dans les prochains jours. Je finis les questions dans le chat avant de prendre les questions de la salle. Oui, alors, Valentine, tu as déjà participé à une formation Transition Juste, mais en effet, pour être éligible à cet appel à projet, il faut participer à cette nouvelle formation qui n'est pas la même. C'est-à-dire que la formation Transition Juste, pour ceux qui l'ont fait, c'est une journée, on est plutôt sur l'enjeu général et nos outils pédagogiques Transition Juste. Là, vraiment, on se focalise sur la partie emploi qu'on aborde rapidement dans notre formation de base Transition Juste. Donc là, on va un peu plus loin sur ce sujet et donc voilà, en tout cas, c'est pas le même contenu. Il y a peut-être des choses que tu vas retrouver, mais c'est pas le même contenu. Donc c'est pour ça, pour les personnes qui ont déjà suivi nos formations classiques, c'est un nouveau format et donc vous êtes aussi invités à participer à ça. Peut-être mini exception, je sais que dans la salle, il y a des personnes de la Fondation FAS, il faudra qu'on s'en reparle, mais je crois que vous avez quand même eu un bon bout de cette formation euh, pour les personnes qui étaient du côté de... Enfin, on s'était retrouvés en Occitanie pour une formation. C'est peut-être la seule exception qu'on peut faire aujourd'hui. Pour l'accompagnement des coachings, donc on sera en équipe entre Make Sense et Acted. Donc ça va, enfin en gros, on vous accompagnera un peu tout du long ensemble. Et en fonction peut-être des sujets qui émergent pour l'accompagnement, peut-être que à certains moments ce sera plus Make Sense ou plus Acted, mais en tout cas c'est nous ensemble qui allons proposer l'accompagnement. La présentation, c'est bon. La plateforme de formulaire, donc ça, on y a répondu. Combien de projets seront retenus, en effet, ben, pour le redire à l'oral? Aujourd'hui, en effet, on a un montant indicatif de 60 000 euros à répartir. Et donc, on ne s'est pas fixé de projet lauréat. On préfère attendre de voir quels sont vos besoins, quels sont les projets proposés, etc., pour en décider. Donc, ça reste ouvert. Et sachant qu'en parallèle avec les équipes de Make Sense, on parle aussi à un certain nombre de partenaires potentiels pour cofinancer. Donc il y aura, si jamais il y a des fonds disponibles supplémentaires, on fera des annonces et on rappellera à tout le monde, voilà, maintenant l'enveloppe disponible s'élève à temps avec, en fonction des demandes entre 5 et 10 000, bah, ça définira le nombre de projets potentiellement finançables. Je prends rapidement les autres questions. Sur la session de cadrage du projet, on n'a pas de nombre limite de personnes. Enfin, en gros, en général, on préfère avoir en tout cas les pilotes de projet. Donc, je dirais que c'est idéal d'être maximum allez, 3 si vraiment c'est nécessaire pour le projet. On préfère ne pas avoir non plus trop d'interlocuteurs. Sur l'ensemble du programme d'accompagnement, il nous faudra, quoi qu'il arrive, un référent, une référente, une personne vers qui se tourner pour le suivi. Après, pour le cadrage, en effet, il peut y avoir peut-être 2, 3 personnes qui viennent pour avoir la vision d'ensemble. Les éléments de suivi de reporting, en effet, je pense que ça peut être intéressant de donner de la visibilité là-dessus. Oui, Euh, donc ça, dans le dossier d'instruction, il y a un peu de détails sur ce qui est attendu en termes de reporting. Le reporting, c'est simplement un reporting narratif et financier à la fin, mais avec des procédures de conformité à suivre sur les justifications des dépenses. Et ça, nous, la posture d'Acted, c'est d'être dans une dynamique d'accompagnement. Donc, c'est d'être avec vous tout au long du projet pour s'assurer que vous soyez capable de suivre les différentes procédures, y compris mettre à disposition des documents, des formats ou mettre à disposition des formations pour vous accompagner dans la conformité attendue par l'Union européenne et peut-être vous permettre pour certains d'aller chercher par la suite des financements européens après avoir mis différents outils en place. Donc nous, on sera dans cette posture d'accompagnement pour vous, vous soutenir dans la préparation de tout ce qui est attendu en termes de conformité et de reporting. j'ai répondu sur... là, il y a eu des réponses. Si ça vous va, je fais une mini pause sur les questions en ligne pour prendre les... Il y a eu 2 mains levées depuis tout à l'heure, donc peut-être la question de Solène puis de Pauline. Oui, merci. Bonjour, Solène de l'école Être Rhône. Moi, j'avais une petite question.
Vous m'entendez mal? Ouais, il y a un grésillement très fort. Est-ce que là c'est mieux? Pas trop, mais vas-y, tente. Sur le On- budget pour une action existante, est-ce qu'on vous présente le budget complet en indiquant quelle partie on propose au financement ou on présente uniquement le budget de la petite partie qu'on propose au financement de l'appel à projet? Vous pouvez faire les deux. Si pour vous, ça fait plus sens de présenter un budget plus large dans lequel on identifie la contribution pour expliquer comment ça fait sens ce projet, ou si c'est quelque chose qui est plus facilement extrapolable, un peu plus indépendant et que vous pouvez le présenter simplement sur les montants de 5 à 10 000, c'est possible aussi. Donc ce qui vous paraît plus pertinent dans la manière dont vous présentez le projet, dans la manière dont vous présentez la contribution financière au projet. À ce moment-là, on mettra juste deux colonnes, une colonne sur laquelle il y a le total et une colonne sur laquelle on pourra présenter la manière dont est affecté les 5 à 10 000 euros de subvention d'IR. Ok, merci. Et Pauline, on écoute ta question. Oui, bonjour, je travaille à la ville de Poitiers au pôle jeunesse. Et, j'ai deux petites questions. Est-ce que les formations proposées, enfin notamment la formation en ligne, elle est simplement pour les candidats et ceux qui sont éligibles à l'appel à projet, ou alors nous, on peut aussi y participer, parce que ça nous permettra après de mieux accompagner les acteurs locaux. Donc première question. Et deuxième question, étant donné que l'agenda est quand même assez contraint là, enfin le planning est assez resserré, et qu'il y a cette idée de pouvoir promouvoir l'appel à projet auprès de d'autres structures jeunesse. Est-ce qu'il sera renouvelé l'année prochaine, auquel cas on peut déjà en parler en disant, voilà, vous avez connaissance de ça, c'est peut-être un peu court pour cette année, mais sachez que ça sera de nouveau l'année prochaine. Ok. Alors, j'aimerais bien dire oui, mais ça dépendra potentiellement des partenaires financiers. Nous, avec le programme DIR, il va jusqu'en 2027. Et on traite des sujets un petit peu différents sur chacun des appels à projets. Donc, on a traité la précarité énergétique, on a traité la mobilité, on a traité aussi tout ce qui va être valorisation des travaux de GIEC. On est en train de traiter la question des tiers-lieux, et celui-ci en particulier, il est sur les emplois de l'économie verte. Donc, probablement difficile de confirmer s'il va y avoir une deuxième opportunité, mais si on arrive à embarquer d'autres partenaires sur cette première édition et qui ne sont pas l'Union européenne et qui, eux, pour le coup, peuvent proposer une deuxième édition, ben on n'hésitera pas en tout cas à le partager et le faire savoir le plus tôt possible. Et là, c'est vrai que le calendrier est un petit peu accéléré, un peu restreint d'appel à projet. Et pour la formation, ouais, comme je vous le disais, bon, nous, l'idée, c'est quand même, on va peut-être à un moment limiter les places, parce qu'une formation, même en ligne, si on est 150, ça va être, c'est un petit peu dérangeant. Donc, je dirais, d'une structure, bien sûr, vous pouvez venir même sans, enfin, on va pas demander que vous signiez pour candidater derrière. Donc, vous pouvez tout à fait venir pour la partie déjà formation générale, inspiration. Simplement, on demande à ce que ce soit peut-être pas non plus 10 personnes par structure, si ça peut être voilà, 2-3 qui ensuite se font le relais de l'information. Nous, après, Make Sense, voilà, on verra aussi pour répliquer ces formations dans d'autres contextes. Mais donc, c'est ouvert, même si vous n'êtes pas sûr de candidater, simplement pas à trop de personnes de la même structure. D'accord, merci beaucoup. De rien. Je reprends les questions du chat. Est-ce que cela signifie que les projets ne peuvent démarrer qu'à partir d'avril? Donc, ça, ce qu'on disait, c'est que non, pas forcément. Ça peut être des projets qui ont démarré bien avant. Mais Et c'est là, important. peut-être pour être encore plus précis, admettons, vous avez un éducateur, vous avez un projet à tel ou tel endroit, et l'éducateur, il travaille toute l'année ou il travaille depuis 2 ans sur le même projet. Nous, on peut venir financer une partie du salaire de l'éducateur, par exemple, sur des mois entre avril et décembre. Donc, c'est juste l'éligibilité des dépenses et pas forcément une date de début ou une date de fin de projet. Donc, votre projet, il peut avoir à commencer avant, il peut continuer bien après. Et ensuite, sur la deuxième question, ben, c'est peut-être mieux quand même de participer à la formation avant de répondre au questionnaire, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments peut-être de, de cadrage, de contexte, de retour en personne qu'on va pouvoir vous faire, qui vont peut-être vous permettre de remplir soit plus facilement, soit de proposer des choses qui sont plus alignées avec les critères de sélection des différents projets. Mais ça ne vous empêche pas
de regarder en fait la trame du questionnaire. Elle est aussi disponible en version PDF sur le site internet. Donc vous pouvez télécharger la trame du questionnaire et travailler dessus de manière offline en amont de la soumission sur la plateforme. Exactement. Je vous renvoie juste après dans le chat le lien du site internet. Et il y avait enfin la question de Margot sur peut-on mettre les frais de participation comme les déplacements à la journée de démarrage, les formations et de bilan à Paris dans le budget du projet. Là-dessus, Alors, Fanny. j'ai envie de dire que oui, c'est possible de prendre éventuellement un billet de train ou du transport pour venir à Paris. Après, les enveloppes sont pas extrêmement importantes, donc ça dépend aussi à quel point l'argent vous en avez besoin pour financer vos activités du projet ou s'il y a d'autres sources de financement qui permettent de prendre en charge ce déplacement. Et nous, on essaiera aussi, on peut pas s'engager, mais on essaiera de voir avec les différents partenaires avec qui on est en train de discuter de voir ce qui peut être proposé aussi aux lauréats. Mais c'est possible de mettre un déplacement à Paris dans le budget que vous proposez. Sachant que, pour préciser, tout ce qui est formation, coaching, à part la session de lancement et peut-être la clôture, il n'y aura pas de moment, on va limiter au maximum les moments présentiels obligatoires. On sait bien que vous êtes sur tout le territoire. Nous, il se trouve qu'on est pour le Make Sense et Acted basé à Paris. L'idée n'est pas de vous faire venir tous les mois du tout. Donc, c'est en effet essentiellement le premier déplacement et potentiellement le dernier, mais le reste se fera essentiellement en visio. Sachant qu'il est aussi possible, enfin, je sais qu'un certain nombre d'associations qui sont présentes dans le call aussi font partie d'un réseau. Et donc, c'est aussi possible d'envoyer un représentant du réseau ou un partenaire, même si c'est plus intéressant d'avoir les porteurs de projets qui sont là, parce que ça permet de se connaître, d'échanger, de travailler tous ensemble. Mais pour la partie remise des prix, ça peut être aussi la possibilité, je pense notamment aux écoles Être, qui sont un petit peu partout en France, qui, la dernière fois, lors de l'appel à projet Petit Cœur devient Dragon, qu'on a fait aussi avec Make Sense, c'était une autre personne du réseau Aide qui l'avait reçu au nom d'une autre école. Donc ça peut être une alternative si vraiment il y a des freins particuliers, vraiment financiers ou de calendrier sur le déplacement. Alors, refaire un point sur le financement d'aide et autres financements européens type FSE. Alors, on en a pas mal parlé, peut-être, Juliette, tu étais là au début de la session quand on en a parlé. J'ai l'impression mais ou est-ce que tu as Oui, quelque chose de plus spécifique sur ce sujet? oui, désolée, j'étais là en fait, mais j'ai pas bien compris du coup comment pouvaient potentiellement s'additionner ou non les financements dires FSE. En fait, parce qu'il y a un moment, j'ai cru entendre une information et ensuite une autre information qui venait contredire la première, mais Mhm. c'était du coup, est-ce que dire et FSE peuvent cohabiter sur un projet ou non? Et Mhm. du coup, bah, notamment un projet lié à l'insertion des jeunes, etc. Nous c'est plus simple de répondre côté DIR que Mhm. côté FSE. Ouais. FSE, il fonctionne quand même sur un petit peu le reste à charge et du coup, ils s'attendent à ce que la structure présente toutes les dépenses et eux, ils vont Mhm. financer le reste à financer. Mhm. Ce qui est possible, c'est qu'une structure soit financée par plusieurs dispositifs européens et qu'un D'accord. projet soit financé par plusieurs dispositifs européens. Côté Ok. DIR, il y a pas de problème à ce que la structure soit financée par FSE. Ok, super. Ce qui n'est pas possible d'être fait, c'est de rapporter des dépenses DIR en Ouais. cofinancement lorsque c'est demandé dans un reporting. En fait, si, admettons, il y a une question juste au-dessus sur le cofinancement, si dans le projet, on vous demandait sur 10 000 euros, nous, on a apporté 9 000 euros et l'association doit apporter 1 000 euros de cofinancement, c'est pas Mhm. possible d'avoir ces 1 000 euros qui viennent d'un autre financement dispositif européen. On ne peut pas cofinancer un dispositif européen par un autre dispositif européen lorsque c'est demandé dans une démarche de reporting financier. Par contre, une structure peut avoir deux dispositifs de financement européens, peut avoir des projets qui sont financés, voire même identiques, à partir du moment où ce n'est pas du double reporting ou du double financement au niveau de l'Union européenne. Donc FSE, il faut quand même confirmer avec eux dans le sens où ils vont vous demander
sur votre projet de justifier tout ce qui est déjà couvert et ensuite ils vont couvrir la différence. Nous, c'est pas le cas sur DIR. Il n'y a pas de cofinancement attendu. C'est entre Ok. 5 et 10 000 euros et le montant, nous, on ne s'attend pas à ce que vous rapportiez des dépenses FSE. C'est pas, Ok, nous, il n'y a pas de cofinancement attendu de notre côté. ça Et, et le, marche. pardon. Et le versement se fait après l'action ou une fois qu'on est lauréat? Parce que enfin, si on, par exemple, demande un cofinancement, enfin, moi je pense à d'autres financements locaux, à quel moment intervient le financement Ouais. Donc ça, l'objectif, c'est de faire une première tranche de 80% à la d'accord. signature de la convention. Donc nous, on n'est pas un dispositif de remboursement de dépenses. L'idée, c'est de soutenir les associations. Donc on est plutôt sur un mécanisme de préfinancement. Donc on donne une première tranche de 80%. Donc c'est à partir de la signature de la convention et après, il faut compter peut-être 2 semaines à 3 semaines en fonction des cycles de paiement chez Acted. Notre comptabilité, elle a des cycles de paiement au 15 et au 30. Donc si ça passe sur le cycle avant le 15 ou avant le 30, eh ben, c'est payé dans la foulée, sinon ça passe au prochain cycle. Et ensuite, la deuxième tranche de 20%, elle est, elle, à la validation du rapport narratif et financier qui est soumis à la fin. Et encore une fois, l'idée, nous, c'est d'être dans la posture d'accompagnement sur la dépense de ces 80% de la première tranche en suivant les procédures de conformité attendues par l'Union européenne. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes lauréat, à systématiquement poser une question. Je dois faire cet achat, est-ce que je fais comme ça Je voudrais charger tel ou tel salarié, est-ce que je fais comme ça Je vais avoir un petit changement avec le budget que j'avais prévu au début, est-ce que c'est possible ou pas possible Tout D'accord. ça, nous, on sera dans une Dans le posture reporting, effectivement, vous êtes ouais, là. ouais, d'accompagnement. Il peut y avoir un changement de contexte. Mm. Toutes ces choses-là, nous, on sera dans. On n'est pas l'Union européenne et on n'est pas l'auditeur. Nous, Ok. on est dans une posture d'accompagnement. Ok, merci à vous. Merci, c'est gentil. Je vous en prie. Il est 13h03. Je me permets de juste savoir s'il reste des dernières questions, sinon on va vous laisser filer. Oui, bonjour, j'ai une petite question. En fait, nous, on a des projets dont une partie des bénéficiaires est quand même un public jeune, 19-30 ans, mais il y a aussi d'autres catégories de bénéficiaires, dont des demandeurs d'emploi, par exemple. Est-ce que ce type de projet est quand même éligible ou pas? Mm. J'aurais tendance à dire que là, ça dépend aussi comment est-ce que votre action, elle est quand même orientée sur ces jeunes spécifiques dans votre action. Ça va être important, en effet, pour nous de voir, vu tous les critères de sélection qu'on vous a Oui, présentés, quelle approche spécifique quand même vous proposez aux jeunes de 19-30 ans ok, dans ce programme-là. ok, Donc, c'est clair. voilà. Et y compris, enfin, nous, on n'est pas contre l'idée d'un projet qui ait une approche intergénérationnelle. Ok, Il y a un public cible qui soit les jeunes, mais peut-être avec un format de binôme ou un format de parrainage ou de compagnonnage avec des personnes de différentes générations pour de la transmission, de savoir-faire, de métier, faire découvrir, et dans lesquels cette autre génération ou cet autre groupe de personnes est aussi bénéficiaire du projet, ça ne nous pose pas de problème. C'est designé pour une transmission de savoir-faire ou un accompagnement de jeunesse populaire dans lequel il y a un public un peu plus large de bénéficiaires. Donc c'est plutôt dans le design du projet, il doit s'adresser à un public jeune, mais ça ne veut pas dire qu'on est fermé à ce que ça bénéficie à un public un peu plus large que la tranche d'âge qui a été ciblée dans le cadre de l'appel à projet. ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous remets mon mail dans le chat pour celles et ceux qui en auraient besoin. Voilà, vous pouvez nous écrire, on essaiera d'y répondre, mais je pense qu'on a fait un beau tour déjà. Et on vous donne donc rendez-vous, si vous souhaitez aller plus loin dans la candidature, aux sessions de formation en présentiel, on l'espère pour ceux qui peuvent, et sinon en visio, avec grand plaisir, à la fin du mois de février. Et encore une Très fois, bien. merci à toutes et à tous. Et comme mentionné plus tôt, on remettra le replay sur le site internet, la présentation et pouvoir trouver toutes les infos, dossier d'instruction, le formulaire du budget, la trame PDF du questionnaire. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez les moindres questions et au plaisir de vous voir
à Lyon, à Paris, à Marseille ou en ligne. Merci beaucoup.